Bonjour, chers étudiants en économie et gestion. Nous allons parler dans cette séquence vidéo des paradigmes épistémologiques en sciences de gestion. Alors, comme vous le savez, une recherche scientifique qui se respecte est un processus dynamique et rationnel qui permet d'examiner des phénomènes, de résoudre des problèmes et d'apporter des réponses à partir d'investigations systématiques et rigoureuses que l'on appelle couramment méthodologie de recherche, qui vise, entre autres, à apporter de nouvelles connaissances viables et valides scientifiquement parlant. Cette méthodologie de recherche est étudiée ici dans le cadre de paradigmes épistémologiques les plus utilisés dans le domaine de sciences de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradigme épistémologique et quels sont les différents paradigmes en sciences de gestion? En tant que branche de la philosophie qui s'intéresse à l'étude de la constitution des connaissances valables, l'épistémologie de recherche s'intéresse donc à la définition de la connaissance et aux principes qui guident son élaboration et sa validation. D'autre part, un paradigme est une façon de voir le monde. C'est une manière de concevoir la connaissance dans un domaine de recherche, incluant les croyances sur l'éthique, les valeurs et les savoir-faire qui en découlent. Ainsi, un chercheur ne peut constituer sa propre connaissance, sa propre conception de la connaissance, isolément et ex nihilo. Il doit d'abord indiquer le courant de pensée auquel il se réfère et la communauté de recherche à laquelle il appartient. Ainsi, il doit aussi indiquer dans sa recherche le paradigme épistémologique auquel il appartient. Et dans le domaine des sciences de gestion, on distingue principalement trois paradigmes épistémologiques, à savoir le positivisme, le constructivisme et l'interprétativisme, qui apportent des réponses distinctes et différentes aux trois grandes questions épistémologiques, qui sont d'abord qu'est-ce que c'est que la connaissance, ensuite comment est-elle engendrée, et troisièmement quelle est sa valeur et sa validité scientifique. Commençons par le paradigme positiviste, qui est un courant philosophique fondé par Auguste Comte au XIXe siècle et qui appelle à faire primer la raison sur la métaphysique à travers sa célèbre théorie des trois états: l'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait et l'état scientifique ou positif, suivant lequel l'homme doit se borner à ce qu'il peut savoir de manière certaine grâce à la science et renoncer à tout ce qui est métaphysique ou abstrait. Il doit donc s'en tenir aux faits réels en relation avec l'expérience et l'observation pour asseoir une connaissance valide grâce à la science. Le positivisme reflète donc une volonté de transposer les méthodes appliquées dans le domaine des sciences naturelles aux sciences humaines et sociaux. Ainsi, Auguste Comte suppose l'existence, comme dans la physique, de lois régissant
la société. Les chercheurs en sociologie doivent donc décrire et détecter les lois de ce qu'il appelle la physique sociale. D'autre part, Émile Durkheim appelle lui aussi à considérer les faits sociaux comme des choses qui peuvent être observées de la même manière qu'on fait dans les sciences dures de la nature. Deuxième paradigme, c'est le paradigme constructiviste qui a été introduit pour la première fois par Jean Piaget dans le cadre de ses travaux dans le domaine des sciences de l'éducation. Selon lui, on ne peut parler de réalité objective et définitive, mais seulement de représentation possible de cette réalité, qui est socialement construite selon la perception des individus et leur expérience face au réel, et suivant le contexte socio-culturel et historique dans lequel ils ont été socialisés. D'autre part, si on peut reconnaître au phénomène naturel une existence effective en dehors du cadre social, les phénomènes sociaux ou humains ne peuvent être décrits extérieurement au contexte social dans lequel ils ont été créés. C'est ce qui amène Herbert Simon à parler de sciences artificielles, dont les méthodes de recherche ne s'accommodent pas avec le paradigme classique positiviste, car on est face à des organisations sociales difficilement manipulables comme un objet, et on est face aussi à des individus qui ont des objectifs parfois contradictoires, des intentions et une rationalité limitée. Et donc, les constructivistes font une rupture avec cette réalité objective récurrente et développent une réalité socialement construite selon l'expérience face au monde et face au réel. Même dans le cadre des sciences naturelles, selon Bachelard, on ne peut parler de vérité cumulative par paliers successifs, mais la science évolue par l'erreur et sa rectification. La vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Troisième paradigme, c'est le paradigme interprétativiste qui s'est développé à partir du milieu du XXe siècle dans le cadre du courant interprétatif et phénoménologique développé par Edmund Husserl et Albert Hirschman, qui ont inauguré un positionnement critique vis-à-vis du discours économique orthodoxe, péchant par excès de formalisme et de théorisation mathématique et manque
de réalisme. Ce courant partage un certain nombre de points communs et de principes avec le paradigme constructiviste, notamment en ce qui concerne la nature de la réalité et la dépendance entre le sujet et l'objet observé. En revanche, il développe une conception particulière en ce qui concerne la nature de la connaissance et les principes de sa validation. Ainsi, si les constructivistes ont comme objectif de dégager une réalité synthétique à partir de la confrontation entre les croyances des acteurs concernés, mais aussi du chercheur observant, les interprétativistes se focalisent sur la nécessité d'émerger du sens à partir des interprétations stricto sensu des acteurs concernés. Ainsi, l'objectif de la recherche consiste pour les interprétativistes à interpréter la signification donnée par les acteurs face à une situation donnée. Ainsi, il interprète la réalité qui peut être récurrente, mais seulement à travers la situation auxquelles est confronté les acteurs concernés. Il ne peut donc y exister de réalité unique, mais de réalité suivant la situation et les interprétations que donnent les acteurs à cette situation. Ainsi, et comme on le voit dans ce tableau, on peut dire que les trois principaux paradigmes épistémologiques répondent de manière distincte et parfois contradictoire à 4 ou 5 questions essentielles. D'abord, quelle est la nature de la réalité que l'on va décrire et détecter? Quel est le lien entre le sujet observant et l'objet observé? Quelle est la vision de la manière de concevoir le monde? Quels sont les critères de validité? Et quelle est la logique dominante du raisonnement que l'on va appliquer dans notre recherche? C'est ce qu'on va voir dans une prochaine séquence vidéo.